À 2h47, Ouagadougou im lang. Ce silence n'est pas paisible mais oppressant, lourd de tension, comme un prélude à un événement majeur. Ibrahim Traoré se tient au centre du palais présidentiel dans l'attente du coup de grâce. Ce n'est pas une attaque venant de l'extérieur, mais de l'intérieur, une trahison venant de ses propres rangs. Il sait que la situation est désespérée, mais il ne fuira pas. Ce soir-là, il n'est pas un chef en fuite. Il est un homme prêt à affronter la tempête pour sauver sa nation. La question qui reste, jusqu'où ira-t-il pour préserver son pouvoir et sa vision ? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Ibrahim Traoré sait que le Burkina Faso est à un tournant crucial. Ce n'est pas seulement un coup d'État qu'il affronte, mais un test de la souveraineté nationale. Les conspirateurs croient avoir planifié chaque détail avec une précision chirurgicale, mais ils ont négligé une vérité fondamentale, la détermination du peuple burkinabé. Ce soir, le destin du pays repose sur une seule question. Le peuple suivra-t-il son leader ou se soumettra-t-il à la peur et à la trahison ? Les enjeux sont colossaux. Si Traoré échoue, le Burkina Faso pourrait sombrer dans le chaos, avec des décennies de progrès réduites à néant. Mais s'il réussit à déjouer ce complot, il marquera un tournant historique, prouvant que la souveraineté ne peut être achetée ni volée. Pour lui, ce n'est pas une simple question de pouvoir, mais de la survie d'une vision, celle d'un pays libre, indépendant et fier de ses choix. Chaque décision qu'il prend pourrait faire basculer l'avenir du pays. Alors que les conspirateurs se croient maîtres du jeu, une chose échappe à leur contrôle, l'intelligence du président Traoré. Le complot mené dans l'ombre par des traîtres haut placés visait à éliminer le président en un coup fatal. Mais ils ont sous-estimé un facteur crucial, l'unité et la détermination du peuple burkinabé. Le jeu qui se joue cette nuit-là n'est pas qu'un simple coup militaire, mais une guerre de l'esprit et de la volonté. Le pays tout entier est sur le fil du rasoir, entre chaos et souveraineté. Les informations parviennent à Traoré à un rythme effréné. Un coup de feu éclate dans la nuit et il sait instantanément que l'attaque a commencé. Mais ce n'est pas la panique qui le gagne. Il se souvient d'une leçon apprise des crises passées. L'ennemi n'est pas toujours là où on l'attend. À deux, ce que les conspirateurs ne savent pas, c'est qu'ils sont déjà tombés dans un piège. L'équipe de renseignement fidèle à Traoré a infiltré leur réseau, surveillant chaque mouvement, chaque message, chaque étape de leur plan. À l'intérieur du palais, tout est calme, mais l'atmosphère est chargée d'une tension invisible. Les soldats loyalistes se préparent à ce qui pourrait être une guerre totale, mais Traoré leur donne une consigne qui surprend tout le monde. Ne pas attaquer immédiatement, il attend. Il sait que chaque mouvement doit être mesuré, chaque décision stratégique. Le piège doit se refermer au moment précis où l'ennemi se croit invincible. L'histoire de ce complot ne commence pas ce soir. Elle remonte à des mois, peut-être même des années, de manœuvres secrètes. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le peuple burkinabé, somme observant en silence, est déjà prêt à réagir. Et les conspirateurs, dans leur arrogance, ne voient pas qu'ils ont réveillé une force qu'ils ne peuvent pas arrêter. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant politique, il est le symbole de l'espoir et de la résistance pour le Burkina Faso. Sa trajectoire est marquée par une vision profonde de ce que pourrait devenir son pays, une nation indépendante, non soumise aux puissances extérieures ni aux anciens mécanismes de corruption. Mais cette nuit-là, il ne lutte pas seulement pour son pouvoir, il lutte pour l'âme du pays lui-même. Ses décisions, qu'elles soient dans l'ombre ou en pleine lumière, auront un impact au-delà de cette nuit fatidique. Les premières heures de l'attaque révèlent immédiatement la stratégie de l'ennemi, un assaut rapide, brut et décisif. Anna Traoré, tout en restant calme, a déjà anticipé ce moment. Lorsqu'il donne l'ordre de défendre le palais, ce n'est pas par simple instinct de survie, mais dans un objectif bien plus grand, laisser l'ennemi se dévoiler. Il sait que l'armée et le peuple seront les piliers de sa résistance, mais ce qui se passe dans les coulisses, avec la mobilisation secrète de ses alliés et de l'intelligence du pays, sera décisif. À l'extérieur du palais, les rues de Ouagadougou commencent à se remplir de murmures. Des groupes de civils, prêts à défendre la capitale, s'organisent sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Ces citoyens, qui n'ont pas l'habitude de se dresser contre le pouvoir, montrent qu'ils ont assez de courage pour le faire cette fois-ci.
où la scène se déplace rapidement d'un simple affrontement militaire à une lutte de volonté entre un peuple fatigué de l'injustice et ceux qui veulent plonger le pays dans le chaos. À mesure que l'attaque des conspirateurs se déploie dans la capitale, les forces de Traoré se mettent en place avec une efficacité implacable. Le plan des ennemis semble simple: frapper vite et fort, installer un nouveau leader obéissant aux ordres des puissances étrangères et réduire le pays à une dépendance économique totale. Cependant, ils ne se doutent pas que ce qu'ils prennent pour une victoire facile est en réalité un piège dans lequel ils marchent à pieds joints. Les premières 10 minutes de l'attaque sont marquées par un contraste saisissant. À l'intérieur du palais, Traoré reste stoïque, évaluant la situation avec calme et précision, tandis qu'à l'extérieur, les rues commencent à se remplir de tensions. Les conspirateurs croient à contrôler la situation, mais dans les coulisses, un autre plan se met en place. Des unités d'intervention secrètes, prêtes à frapper au moment précis, suivent en fait les moindres mouvements des assaillants, anticipant chaque geste. Au fur et à mesure que la nuit avance, un autre scénario se dessine. Les forces loyalistes de Traoré, au lieu d'attaquer directement, restent cachées et attendent l'ordre. L'effet de surprise devient leur arme la plus redoutée. Les conspirateurs, convaincus que la victoire est à portée de main, ne réalisent pas que leur plan a déjà été découvert. Et ce qu'ils croyaient être une attaque surprise se transforme rapidement en une confrontation de plus en plus inégale. Les premiers résultats de l'affrontement apparaissent à 3 heures. En pensant avoir déjà pris le contrôle de plusieurs points stratégiques, les conspirateurs sont étonnés de découvrir que leur réseau de communication a été infiltré. Les messages envoyés par leurs unités ne parviennent pas à destination. Leur sécurité numérique est défaillante, et chaque décision qu'ils prennent est connue de Traoré avant même qu'ils ne la mettent en œuvre. C'est là que le basculement se produit. L'ennemi se rend compte qu'il a perdu l'initiative. À l'extérieur du palais, les civils commencent à se rassembler spontanément. Ce n'est pas une armée organisée, mais des agriculteurs, des étudiants, des travailleurs, des femmes et des hommes qui, sans armes, sont prêts à tout pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur nation. À ce moment précis, l'armée loyaliste donne l'ordre d'ouvrir les portes du palais. Ce geste, loin de signifier une faiblesse, est une manœuvre stratégique, un signal à la population. Nous n'avons rien à cacher. Les habitants de Ouagadougou, qui ont observé cette scène en silence, répondent à l'appel. L'idée de résister à un coup d'État ne semble plus aussi impossible qu'auparavant. Les citoyens, initialement sceptiques, se retrouvent dans les rues, prêts à défendre la démocratie qu'ils ont cru perdue. L'unité du peuple devient palpable et leur détermination irréversible. La pression monte et à chaque heure, la résistance se renforce. Traoré et son équipe savent que ce n'est qu'une question de temps avant que le complot ne s'effondre. Les conspirateurs, voyant l'ampleur du mouvement citoyen, commencent à se diviser. À l'intérieur du palais, les loyalistes passent à l'offensive. Ce n'est pas un combat militaire traditionnel, mais une guerre d'usure psychologique où chaque minute perdue renforce la position de Traoré. Le peuple, conscient de l'ampleur de la bataille, devient le fer de lance d'une résistance pacifique mais implacable. À ce moment critique de la crise, les premiers éléments de preuve commencent à affluer, mettant en lumière l'ampleur du complot et des implications de l'attaque contre le capitaine Ibrahim Traoré. Les forces de renseignement du gouvernement, ayant anticipé l'attaque, sont prêtes à fournir des données décisives. Dès les premières heures de San Mossonedodé de l'assaut, des rapports confidentiels sont collectés et analysés, exposant la réelle envergure du complot. Un premier indice apparaît, un chiffre clé, 28 millions de dollars. Cette somme, transférée dans des comptes secrets à l'étranger, représente l'ampleur des ressources mobilisées par les conspirateurs pour mener à bien leur coup d'État. Selon les experts en renseignement, cette somme n'a pas été utilisée uniquement pour financer l'attaque militaire, mais pour manipuler l'opinion publique par le biais de campagnes de désinformation. Une partie des fonds a été transférée à des médias privés, prêts à diffuser des informations erronées et à semer le doute parmi la population, créant une fracture sociale propice à la mise en place du régime de remplacement. L'élément suivant, encore plus choquant,
concerne les mouvements bancaires. L'enquête révèle que plusieurs millions ont été transférés dans des sociétés d'écran à l'étranger, rendant presque impossible le traçage des transactions. Ce schéma complexe est la preuve que le complot n'a pas été conçu dans l'urgence, mais sur plusieurs mois, voire années. Des experts en fraude financière ont été impliqués pour masquer l'origine des fonds, dissimulant des transactions qui auraient permis à des acteurs étrangers d'influencer directement le processus de déstabilisation du Burkina Faso. Un autre indicateur clé est l'utilisation de fréquences cryptées. Les services de renseignement ont mis la main sur des messages interceptés, montrant que les conspirateurs avaient établi un réseau sécurisé de communication entre eux et des puissances étrangères, dont l'objectif était de garantir la réussite du coup d'État sans que la communauté internationale ne se rende immédiatement compte de l'influence exercée sur les événements en cours. Ces messages contiennent des informations détaillées sur les dates et les heures précises de l'attaque, mais également sur la manière dont les conspirateurs comptaient manipuler les forces armées pour obtenir leur soutien. Les chiffres clés ne s'arrêtent même pas là. Les enquêteurs ont également mis à jour des documents financiers montrant que des fonds avaient été alloués à des mercenaires prêts à prendre d'assaut les institutions gouvernementales. Ces mercenaires, souvent issus de pays voisins, devaient jouer un rôle central dans la phase d'exécution du plan, mais la résistance intérieure a contraint les conspirateurs à revoir leur stratégie. Ce retournement de situation est un exemple de l'importance de la mobilisation populaire et de la détermination de la nation à se défendre contre la trahison. Ainsi, au fur et à mesure que les preuves se dévoilent, il devient de plus en plus évident que ce complot était loin d'être une simple tentative de coup d'État local. Il avait des ramifications internationales impliquant des acteurs étrangers qui espérèrent tirer profit de l'instabilité du Burkina Faso pour renforcer leur contrôle sur la région du Sahel. À ce stade de la crise, la position de Traoré devient de plus en plus solidifiée face à l'attaque des conspirateurs. Cependant, pour comprendre l'ampleur de cette bataille, il est essentiel de poser les arguments des deux camps. D'un côté, les conspirateurs croient fermement que leur plan est infaillible. Leur stratégie repose sur un renversement rapide, sans perdre de temps à engager des négociations ou des discussions. Selon leur analyse, un coup d'État bien orchestré, soutenu par des acteurs étrangers puissants, suffit à prendre le contrôle du pays. Ils comptent sur la paralysie psychologique de la population qui, habituée à la violence, finira par accepter un nouvel ordre établi. Leur espoir repose sur la peur, faire en sorte que les civils, pris de panique, se laissent manipuler par des informations erronées et la confusion. Mais la réalité est bien différente. Traoré, loin de se laisser submerger par l'urgence de la situation, adopte une approche calculée et réfléchie. Il comprend que ce n'est pas seulement un combat militaire, mais un test de légitimité et de leadership. Il prend un chemin audacieux en s'appuyant sur la force du peuple burkinabé. En appelant les citoyens à se défendre, en ouvrant les portes du palais pour les accueillir, il crée une légitimité populaire incontestable. Ce qui commence comme une résistance militaire devient rapidement une mobilisation collective. Chaque citoyen devient un acteur de la défense de la nation, ce qui brise la stratégie des conspirateurs de diviser et d'isoler. Le contre-argument des conspirateurs, selon lequel leur succès ne peut être que total si le pays reste paralysé, se révèle ainsi erroné. Ce n'est pas la peur qui gouverne cette fois-ci, mais l'espoir. L'espoir que la souveraineté nationale peut être préservée, l'espoir que les citoyens peuvent et doivent prendre part à la construction de leur avenir plutôt que de se soumettre à la volonté de quelques élites manipulatrices. À chaque minute, le plan des conspirateurs perd en force tandis que la résistance gagne en solidité. C'est la dissonance entre la réalité sur le terrain et la stratégie des conspirateurs se creuse de plus en plus. Ainsi, la guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais par la capacité à convaincre et à unir un peuple autour d'une cause commune. Les conspirateurs, en sous-estimant cette unité, se rendent eux-mêmes vulnérables. La véritable puissance ne réside pas dans les armes, mais dans la volonté collective de ceux qui croient en la justice et en la liberté. À ce moment clé de la crise, un tournant décisif survient. La bataille de Ouagadougou
n'est plus seulement un affrontement entre les forces armées loyalistes et les conspirateurs. Elle devient un test de résilience pour toute la nation. Le peuple burkinabé, uni dans sa détermination, commence à montrer qu'il ne se soumettra pas à la peur. Et ce qui semblait être une attaque surprise se transforme en une démonstration de force populaire. À l'intérieur du palais, Ibrahim Traoré observe ce changement de dynamique avec calme. Il comprend que la résistance ne réside pas uniquement dans les murs du palais, mais dans chaque rue, chaque quartier, chaque personne prête à se lever. Les conspirateurs, mon parent, qui pensaient avoir prévu chaque détail de leur plan, réalisent rapidement que leur stratégie s'effondre. Leur base de soutien s'effrite à mesure que la mobilisation civile devient un facteur de plus en plus déterminant. Les communications entre les conspirateurs sont interceptées, leurs mouvements sont connus avant même qu'ils ne les fassent. Les forces loyalistes, désormais soutenues par une population éveillée, prennent progressivement l'avantage. Donc ce que les conspirateurs considéraient comme une victoire imminente devient leur plus grande erreur stratégique. Le retournement de situation à Ouagadougou ne tarde pas à produire des effets tangibles sur le terrain. L'attaque, initialement pensée comme un coup rapide, se transforme en une résistance héroïque alimentée par la force populaire. La première conséquence de cet échec des conspirateurs est une perte de contrôle, non seulement militaire, mais aussi psychologique. L'armée, autrefois divisée, commence à se rallier à la cause de Traoré. De nombreux officiers, auparavant hésitants, prennent désormais position, motivés par la mobilisation de la population et l'évidence que la souveraineté du pays ne peut être sacrifiée sur l'autel de la manipulation étrangère. Dans les rues, la révolte prend forme. Les citoyens, qui n'ont pas l'habitude de se dresser contre le pouvoir, deviennent des acteurs décisifs dans cette lutte. Des agriculteurs, des étudiants, des ouvriers et même des commerçants se réunissent spontanément pour défendre leur pays. L'État, autrefois perçu comme distant et déconnecté, se transforme en un bastion de solidarité et de résistance populaire. Cette nouvelle dynamique modifie les rapports de force. L'ennemi, qui comptait sur la peur pour s'imposer, constate que la véritable force du pays réside dans son peuple, et cette prise de conscience marque un tournant dans le conflit. La première grande conséquence de ce retournement est la fragilité grandissante des conspirateurs. Leur soutien international, qui semblait solide, commence à se fissurer. Les alliés étrangers, qui avaient misé sur une victoire rapide, qui se retrouvent confrontés à une situation imprévue. La dissonance entre leurs attentes et la réalité sur le terrain est palpable. Ce qui était censé être une transition rapide vers un nouveau gouvernement devient une guerre de survie pour ceux qui ont fomenté ce complot. L'autre effet immédiat est une réaffirmation de la position de Traoré à l'échelle internationale. Le Burkina Faso, auparavant vu comme un pays fragile, devient un symbole de résistance face à l'ingérence étrangère et à la trahison interne. Les leaders mondiaux commencent à réévaluer leur position vis-à-vis du pays, alors que l'unité nationale s'affirme comme une réponse directe aux forces extérieures qui avaient cherché à imposer leur volonté. La question qui se pose maintenant est, ce sursaut national va-t-il conduire à un renouveau pour le Burkina Faso, ou bien la tension déjà palpable entraînera-t-elle de nouvelles formes de confrontation ? À l'échelle locale, les impacts de cette résistance sont profonds. Les forces de l'ordre, jusque-là impliquées dans des opérations de maintien de l'ordre, se retrouvent à jouer un rôle plus actif dans la défense du pays. Des barricades sont érigées, des points de contrôle mis en place dans les quartiers et la circulation est perturbée dans certaines zones de la ville. Ces mouvements, bien que chaotiques au début, renforcent le sentiment d'une mobilisation populaire sans précédent. Les citoyens, désormais conscients du pouvoir qu'ils détiennent, continuent de montrer leur détermination à résister à tout prix. La rue, autrefois silencieuse, devient une véritable scène de confrontation où chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, en se devient un symbole d'espoir. À 6 mois de l'attaque, le Burkina Faso se trouve à un carrefour critique, les choix faits par Ibrahim Traoré et la nation dans son ensemble déterminant l'avenir à court et à long terme.
3 scénarios se dessinent. D'abord, le scénario de base, le scénario le plus probable. Si Traoré parvient à maintenir la cohésion interne et à stabiliser le pays, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase de rétablissement. Le gouvernement se concentrerait sur la reconstruction des institutions et la restauration de la confiance du peuple dans l'État. L'unité populaire, née de la résistance, serait un atout majeur pour la stabilité à long terme. Les réformes politiques et économiques commenceraient à prendre forme, visant à renforcer la souveraineté du pays et à réduire les influences étrangères. Shimon, ce scénario verrait une croissance lente mais soutenue de la démocratie, avec un renforcement de la résilience nationale face aux tentatives de manipulation extérieure. Ensuite, un scénario plus optimiste, un progrès accéléré. Si Traoré réussit non seulement à stabiliser la situation, mais aussi à gagner un soutien international large, un scénario plus optimiste pourrait se concrétiser. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance et de renouveau pour la région du Sahel. L'appui des pays voisins et d'organisations internationales renforcerait les efforts de Traoré pour éradiquer la corruption et assurer un développement économique durable. Des investissements dans l'infrastructure, l'éducation et la sécurité pourraient entraîner un essor économique. Le pays, débarrassé des ingérences extérieures, verrait sa position renforcée sur la scène internationale avec une gouvernance plus transparente et une croissance stable. Enfin, un scénario plus pessimiste, celui d'un pays fragilisé. Cependant, il existe également un risque que le pays ne parvienne pas à se stabiliser aussi facilement. La résistance initiale, bien que forte, pourrait ne pas suffire à maintenir l'unité face à des pressions internes et externes continues. Si les conspirateurs et leurs alliés étrangers parviennent à reprendre le contrôle en manipulant les divisions internes, le Burkina Faso pourrait sombrer dans une instabilité chronique. La guerre économique, soutenue par des sanctions et des manipulations financières, pourrait exacerber les tensions sociales, rendant toute tentative de reconstruction plus difficile. Ce scénario verrait un pays affaibli, luttant pour surmonter la pression de ses ennemis, tout en étant paralysé par des conflits internes. Quel que soit le scénario qui se réalise, la clé de la réussite réside dans la capacité du gouvernement à maintenir l'unité nationale et à faire face aux défis économiques, sociaux et politiques. Traoré et son équipe devront naviguer dans ces eaux troubles avec prudence, car chaque choix, chaque mouvement stratégique aura des répercussions profondes pour l'avenir de la nation. Alors que l'histoire du Burkina Faso se tisse dans un cadre de résistance et de changement, il est impossible de ne pas se demander quel rôle nous, en tant que spectateurs, pouvons jouer dans cet éveil collectif. Le peuple burkinabé, qu'il soit sur le terrain ou dans les rues, ne se contente pas de regarder. Il participe activement à la réécriture de son histoire, un acte qui fait écho à la lutte de tout individu ou communauté qui refuse de se soumettre à l'injustice. Les événements de Ouagadougou, bien que concentrés dans une période spécifique de l'histoire, ont des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les nations voisines, les communautés africaines et même le monde entier observent. Le message est clair, lorsque la souveraineté est menacée, il est impératif de se lever, de défendre ce qui nous appartient. Cette dynamique, cet appel à l'action, est un modèle que chaque citoyen peut appliquer dans sa propre vie. La question à se poser est: qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, d'être acteurs du changement dans nos propres communautés? Si le peuple burkinabé a pu résister à l'oppression et à la manipulation extérieure, pouvons-nous, dans nos propres contextes, résister aux forces qui menacent nos droits, nos libertés et notre dignité? L'histoire du Burkina Faso est un miroir dans lequel chacun de nous peut se voir, un appel à l'action, à la solidarité et à la responsabilité collective. Il ne s'agit pas simplement d'un combat pour un pays, mais d'un combat pour des valeurs universelles de justice, d'humanité et de liberté. Cette réflexion, si elle résonne en nous, peut devenir un puissant moteur pour façonner un avenir plus juste, pour que le Burkina Faso puisse sortir définitivement de cette crise et s'engager vers une ère nouvelle. Un plan d'action clair et structuré est indispensable. Ce n'est pas seulement une question de rétablir l'ordre, mais de reconstruire les fondations d'un pays fort, résilient et uni. Voici une proposition en 3 étapes. Qui pourrait
guider la nation vers la stabilité et la prospérité. La première étape consiste à renforcer la gouvernance et l'unité nationale. La première priorité doit être de renforcer les institutions nationales et d'assurer la cohésion entre les différentes forces politiques, sociales et civiles du pays. Traoré et son gouvernement doivent garantir une répartition équitable du pouvoir et offrir une plateforme de dialogue entre toutes les parties prenantes. Ce processus de réconciliation nationale permettra de construire un consensus autour des grands enjeux de la nation et de créer un environnement politique stable. La deuxième étape consiste à mener des réformes économiques et sociales. Le Burkina Faso doit initier des réformes économiques audacieuses pour relancer son développement. Cela inclut la diversification de l'économie, au cas le soutien aux petites entreprises locales et l'amélioration des infrastructures. Une attention particulière doit être portée à la lutte contre la corruption et à la transparence des finances publiques. L'éducation et la santé doivent également être des priorités pour offrir à la population les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. La troisième étape consiste à s'engager avec clarté sur la scène internationale. Enfin, le Burkina Faso doit renforcer ses liens avec les pays voisins et les institutions internationales tout en affirmant sa souveraineté. Cela implique non seulement des partenariats économiques, mais aussi une posture diplomatique claire axée sur la non-ingérence et la coopération mutuellement bénéfique. Le pays doit utiliser sa position géopolitique stratégique pour jouer un rôle clé dans la stabilité de la région du Sahel. Ces trois étapes nous forment une feuille de route pour que le Burkina Faso, après avoir résisté à l'adversité, puisse avancer vers un avenir plus prospère et plus juste. La résistance du Burkina Faso n'est pas seulement une histoire de soldats et de stratégie, mais celle d'un peuple qui, contre vent et marée, a refusé de se soumettre. Ibrahim Traoré, au cœur de cette lutte, incarne bien plus qu'un dirigeant. Il représente la volonté indomptable d'un peuple qui a choisi de ne jamais laisser son histoire se faire voler. C'est un message clair. La souveraineté, la liberté et la dignité ne sont pas des privilèges, mais des droits fondamentaux que chaque génération doit défendre. Aujourd'hui, à l'heure où le pays traverse cette épreuve, il n'est pas seulement question de politique ou de pouvoir. Il s'agit de l'essence même de ce qu'est le Burkina Faso, une nation qui se tient debout face à l'adversité avec courage et détermination. Le peuple burkinabé, qui a traversé tant de difficultés, montre au monde que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la résistance sont des forces puissantes. La question est maintenant de savoir quel héritage voulons-nous laisser derrière nous? Un héritage de soumission ou un héritage de lutte et de liberté, à l'image de ce que vit aujourd'hui le Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso nous rappelle que la véritable force d'une nation réside dans la solidarité de son peuple. Ce n'est pas un simple récit de guerre ou de victoire militaire. Mais une histoire d'unité et de résilience. En tant qu'individu, chacun de nous joue un rôle dans la préservation de notre liberté et de notre dignité. Si vous croyez que l'avenir du Burkina Faso, comme celui de chaque nation, se construit sur la base de la justice et de la responsabilité partagée, il est temps de prendre position. Rejoignez la conversation, partagez votre vision et engagez-vous pour un avenir où l'indépendance et la souveraineté sont respectées. Chaque geste compte, chaque voix fait la différence. Ce n'est pas seulement une question de soutenir un gouvernement, mais de défendre des valeurs fondamentales qui nous unissent tous. Commentez, partagez et faites entendre votre voix dans ce voyage pour un avenir plus juste et plus équitable.